Là, on a notre prochain invité. Hey, on a Eddie King qui vient d'arriver dans le studio. Faites un peu de bruit, s'il vous plaît. Là, faites un peu de bruit. Yeah. Donc, juste pour te présenter, donc, tu es un humoriste, mais tu n'es pas seulement un humoriste. Moi, je dirais que tu es un homme aux multiples talents. En fait, je fais ce que je veux. C'est quoi? Je fais ce que j'ai envie de faire. C'est ça qui est cool. C'est quoi? C'est même mieux. Et aussi, tu as un film qui va sortir en juin. On va te retrouver dans le film La chute de l'Empire américain. Ouais. Tu es pas mal occupé. J'ai vu aussi que tu as des dates pour des stand-up qui sont bookés jusqu'en 2019. Le gars est dans le futur carrément. C'est-à-dire que tout va très, très bien. Merci d'être venu. Merci d'avoir accepté notre invitation, Eddie King. Merci à vous. Ça fait vraiment plaisir. Merci. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Content d'être là. Mais avant, c'était pas un autre endroit On a déplacé. Ouais, je voyais en mode tout. Moi, je pensais que j'allais pouvoir mixer, scratcher un peu avec vous et tout. Non, et en plus, Org est même pas là. Org est pas là aujourd'hui, exceptionnellement. Il a eu peur. Il a eu peur d'avoir de la compétition avec toi. Là, non, t'inquiète pas, je suis un débutant. Il a eu peur. J'aurais voulu prendre des leçons de lui plus qu'autre chose. Et dis-moi, juste pour enchaîner par rapport à ton film, t'as toujours voulu jouer dans des films ou c'est genre quelque chose qui t'est tombé dessus? Non, ça m'est un peu plus tombé dessus. J'ai toujours voulu, mais pas voulu autant que je voulais faire de l'humour. Moi, mon principal truc, c'est faire du stand-up et that's it. Et ça t'est venu comment, la piqûre du stand-up? Attends, je vais te laisser finir et puis on va... non, mais c'est ça. Donc là, moi, c'est toujours... Comment ça m'est venu, le stand-up? C'est tellement particulier. Moi, j'ai commencé avec le rap d'abord. J'avais mon groupe. Mon groupe, il s'appelait Dogan Tribe. Tu te souviens, hein? Tu te souviens à la bonne époque. Et à un moment donné, il y avait un de mes potes, il organisait un show à Montmorency. Et à la dernière minute, il dit ouais, mon animateur, il m'a lâché. Est-ce que toi, tu pourrais parler, est-ce que tu pourrais animer pour moi? Parce que vu que nous, à l'époque de Dogan Tribe, ce qu'on faisait, c'est qu'on n'aimait pas juste performer les chansons et faire comme engineer, mets la chanson numéro 3. Et puis, on faisait toujours des mises en scène et on incluait les gens. Tu comprends? C'est cool. Et beaucoup inspiré, pas vraiment dans le son ni dans le style musical, mais dans la technique du crowd control. On était super inspiré du Cyan et comment ils arrivaient vraiment à contrôler le crowd. Alors, à cause de ça, il dit, ouais, t'es à l'aise, toi, parler avec les gens et tout. Tu j'ai commencé à le faire. J'ai commencé à faire des blagues que j'étais en train de freestyle et tout. Puis les gens ils m'ont dit, ah ouais, tu devrais être humoriste, tu devrais essayer l'École nationale de l'humour. Je fais, ouais, ok. Soit après le show, je rentre chez moi, je vais sur Internet, je regarde l'École nationale de l'humour, je vois que l'inscription pour les auditions, c'est le jour même que je suis allé sur Internet. Il fallait que j'aille à 5 heures. Avant 5 heures, il fallait que je donne ma photo et mon $50. J'ai couru, donné mon $50. Ils m'ont appelé pour l'audition. J'ai fait mon audition, j'ai raconté une petite anecdote vite fait comme ça. T'avais préparé ton truc ouais, vite fait, tu vois. Mais c'est une petite anecdote à la con que je racontais. Et c'est là qu'ils m'ont refusé pour la première fois. Tu t'attends à l'histoire. C'est ça, on s'attend et là, tout a commencé. Exact. Et finalement, j'ai laissé ça sur un côté. Puis peut-être 1 an ou 2 plus tard, je passais par des trucs un peu compliqués et tout. Je me disais, j'ai besoin d'autre chose. Et j'ai commencé à me tenir dans les comedy clubs qu'on a ici à Montréal. Donc, les 2 gros comedy clubs anglophones qu'on a, c'est Comedy Nest et Comedy Works. Tu vois, Comedy Works qui a brûlé il y a pas longtemps, là, malheureusement, mais Comedy Nest et Comedy Works. Et c'est là que j'avais rencontré des gars comme Sugar Sammy, tout ça, machin. Puis j'ai rencontré un de mes potes qui vit à New York maintenant, qui s'appelle Daniel Tirado. Puis il m'a dit, tiens, prends ce livre-là, ça va t'apprendre à faire... à écrire du stand-up. Parce que c'est à peu près le même système que le rap, où est-ce que tu utilises des punchlines, mais il faut que tu le fasses de façon un peu particulière pour le stand-up. J'ai lu le livre et tout, j'ai écrit mes blagues. À l'époque, je travaillais chez Rogers. C'était quoi le livre? Ça s'appelle The Comedy Bible. Tu vois? Et je travaillais chez Rogers. Tu sais, quand les clients ils m'appelaient, ouais, ma facture a un problème. Je suis je vous mets en attente. J'ai essayé les blagues sur le voisin. Je réglais rien sur ta facture et tout. Je dis, non, je m'en occupe. Écoute, cette blague, elle est bonne et tout. Et d'ailleurs, une de mes blagues qui m'a fait vraiment connaître, surtout dans la communauté haïtienne, c'est ma blague que je parle de Batman et Robin haïtien. Tu vois? Elle est née chez Rogers en parlant avec mon voisin. Tu vois? Tu comprends? Et puis après, quand j'ai fait un premier show, un deuxième show, un troisième show, ça commence à se poser. Je commence à faire mon nom. Fait que j'ai réappliqué pour l'École nationale de l'humour. Et c'est là qu'ils m'ont refusé pour la deuxième fois. Tu vois? Mais c'est fou. Non, mais c'est une très belle leçon parce qu'il y a plein de gens qui, dès qu'ils n'arrivent pas une première fois à faire quelque chose, ils disent c'est pas pour moi, j'abandonne.
Ah, mais moi, ma philosophie, c'est si la porte, elle est fermée, il reste les fenêtres. Moi, c'est ça ma philosophie dans la vie, tu comprends? Donc, ouais, puis, mais sauf que cette fois, quand ils m'ont refusé, c'était salaud cette fois. Oh my God. Ils t'ont refusé comment? Oh, ils m'ont dit, ouais, c'est du déjà vu, genre, c'est de l'humour ethnique, on a déjà un Rachid Badouri. Les bâtards, franchement, les bâtards, ils m'ont dit ça. Tu te rends compte? Et puis, c'est horrible. Et le même sketch que je leur avais présenté, c'est parmi les mêmes sketchs que j'ai fait à l'émission qui s'appelait En route vers mon premier gala, qui était sur Ma TV à l'époque. C'est la première saison. Et sur cette première saison, il y avait plein de gens. Il y avait moi, il y avait Jérémy Demey, il y avait François Bellefeuille, il y avait Guillaume Wagner et tout. Shout-out à tous ces gens. Mais renseigne-toi aussi, intègre-toi toi aussi. Je les connais. Tu les connais, ok, parfait. Et moi, je suis arrivé jusqu'en finale. Et même si j'ai pas gagné, ça m'a permis quand même de faire. Rachid m'a invité sur son gala. Et c'est comme ça que je me suis fait connaître du grand public. La leçon là-dedans, c'est que l'École nationale de l'humour, aujourd'hui, c'est comme quoi 15 000, 16 000 $ pour le programme. Et le livre que j'ai acheté, il m'a coûté 15 $. J'ai gagné. Voilà. C'est une question de calcul. Tu as fait les bons calculs. Exact. Moi, j'ai une question à te demander. Dans ton spectacle, on entend l'introduction qui est faite par ta maman. Ouais. Puis, je me demandais comment ça a été accueilli de la part de tes parents. Tu sais, comme des fois, annoncer que tu veux faire de la comédie ou du stand-up, c'est pas toujours facile. Je vais être comique. Si tu veux dire à des parents, surtout des parents immigrants, que tu veux faire du stand-up et que tu veux que ça passe, juste dis-leur que tu veux faire du rap avant. Ok, histoire de leur mettre un coup avant, puis après tu les... un peu... C'est quoi, tu sais, j'ai rappé depuis que je suis plus jeune, je commençais à rapper et tout, donc au moment où je lui dis, je veux faire du stand-up, elle fait... Ok, vas-y, je vais faire ton intro. Exact. Et comment tu travailles tes sketchs? Que tu nous as dit, tu as lu le livre, mais c'est quoi? Est-ce que tu as un truc bien précis? La méthode, en fait, c'est que moi, j'arrive avec des idées et j'écris ce qu'on appelle... Une blague, c'est divisé en deux. Tu as la prémisse et tu as le punch, tu vois. Moi, j'écris quelques prémices et j'improvise le punch. Et il y a des soirées d'humour qui sont... D'ailleurs, je dois y aller à une juste après, là. Okay. Qui sont exprès pour ça. C'est ce qu'on appelle des soirées laboratoires. Les gens, ils rentrent, ils payent quoi, 5 $. Et tu viens tester des trucs. Si c'est bon, tant mieux, Harry. Si c'est pas bon, ils vont te le faire savoir directement, tu comprends? Et après, tu le répètes et tu le fais dans plusieurs soirées. Tu peux faire... Surtout maintenant, aujourd'hui, à Montréal, c'est devenu tellement développé. Montréal, c'est presque comme à New York maintenant, où est-ce que tu peux faire comme... En une soirée, tu peux faire 4, 5, 6 shows. Et donc là, après, ton matériel, il devient beaucoup plus rodé et tout. Et donc, c'est un peu comme ça que je travaille, quoi. C'est ça. Donc, souvent, on nous dit ça qu'à Montréal, ça s'en vient vraiment une place pour le stand-up où il y a beaucoup de petits clubs. Ouais, c'est ça. Ouais. Nous, on a vraiment une plateforme. Et tu sais, ce qui est cool, c'est que malgré toutes les histoires qui sont sorties de plagiat du stand-up en France, qui sont horribles. Mais nous, on le savait depuis, tu comprends? Mais la nouvelle génération de stand-uppers français ont créé beaucoup de liens avec le Québec. Et il y en a beaucoup qui viennent ici, puis qui passent du temps. Farid était là il y a peut-être un mois. On a passé une semaine ici. Bunaimin, il vient aussi. T'as les Donald Jacksman, t'as Jason Brokers qui est venu. Il est resté en automne. Il est resté comme 2 mois ici. On a fait Halloween avec les enfants, tout. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment cool. Et c'est vrai que Montréal est vraiment une plateforme où est-ce que, on a vraiment une vraie culture de l'humour et du. Après le hockey, c'est l'humour ici. Tu comprends? Et voilà, tu vois. Après, c'est sûr qu'on aimerait voir beaucoup plus de diversité dans le décorum humoristique au Québec. Et des fois, je me sens seul. Tu comprends? Mais écoute, voilà. Hein. J'ai une question un peu plus sérieuse. Est-ce que tu penses qu'on devrait tout excuser aux humoristes juste au nom de l'humour? J'ai donné les exemples des bad buzz de Gad Elmaleh et Kev Adams avec leurs sketchs qui étaient pas mal stigmatisants sur les Chinois. Là. Ouais. Est-ce que tu penses que les gens sont devenus trop sensibles? Est-ce que tu penses que... C'est sûr que les gens sont devenus beaucoup plus sensibles aujourd'hui. Puis on vit dans une époque où est-ce que de toute manière, on a tellement... On a tellement subi de trucs. Et puis moi, je vais pas dire que moi je suis pas sensible. Moi, va dire un truc sur les Renois, genre que je vais pas te ramasser, tu vois ce que je veux dire. Après, maintenant, moi, je sais qu'en humour, on peut parler de tout, absolument tout, tout. Mais c'est la manière de le faire, c'est l'angle que tu vas prendre. Et moi, je tape pas trop fort sur les humoristes qui tombent dans ce genre de choses parce que ça, c'est le risque de notre métier. Un jour, je vais me retrouver à leur place. Simplement parce que quand tu es le meilleur humoriste pour être le meilleur humoriste du monde, il y a une ligne à pas dépasser, mais pour être le meilleur, il faut que c'est celui qui s'approche le plus
de cette ligne. Et qui arrive à bien le faire. Et à jouer à ce jeu-là, c'est obligé un jour, tu vas la dépasser. Et moi, je sais qu'un jour, ça va m'arriver. Maintenant, c'est après comment tu réagis une fois que ça t'arrive. Il faut que tu sois un bonhomme et que tu dises, ouais, écoute, j'ai merdé. Et puis voilà, tu commences, je veux dire. Ou si tu sens que tu n'as pas merdé, tu tiens ton bout et tu dis, non, je n'ai pas merdé. Dieu donné, hashtag Dieu donné. Voilà, bon, lui, voilà, mais tu comprends? Et tu nous as dit que tu avais fait du rap. Dans la blague. Tu nous avais dit que tu avais fait du rap, etc. C'est quoi ton rapport avec la musique, avec le hip-hop? Aujourd'hui, j'ai reconnecté avec la musique à travers le DJ. Donc, il y a 2 ans, j'ai dit, tu sais quoi, j'ai un petit peu d'argent, je vais m'acheter des tables tournantes, un mixeur et tout, je vais apprendre et tout. Et c'est un peu comme ça que j'ai reconnecté avec la musique. Je rappe de temps en temps, si c'est intéressant, si le projet est intéressant, si on m'invite. Vous entendez? J'avais fait le dernier album, j'étais sur le dernier album d'Impos, j'ai fait des trucs avec un groupe qui s'appelle Genax, j'ai fait quelques trucs, Max Cruz aussi, on avait fait un son ensemble aussi, tu vois, j'ai fait quelques trucs. Si tu m'invites, moi, et j'ai pas perdu la main, donc ça va, tu sais, je me tiens encore, mais l'humour, c'est la passion aussi. Puis Eddie King, dans le paysage du rap québécois, mettons, il y a quoi qui te parle en ce moment dans les sons qui jouent? Franchement, je vais vraiment pas mentir. Hein. On est là pour parler. C'est ça, on est là pour parler franchement ici. Pas grand chose, parce que je suis un vieux de la vieille, donc je suis le genre de mec qui va dire c'était mieux avant. Déjà de 1. De 2, tu sais quoi? Ça va être gros ce que je vais dire. Hein. Mais tu sais ce qu'on a. Tu sais ce qui me fait un peu mal au cœur, et je sais pas si je vais me faire taper sur les doigts de dire ça. Mais tu sais, le même problème qu'on parle de moi, je parle il y a manque de diversité dans l'humour québécois, ou qu'on parle de racisme systémique dans l'emploi. Malheureusement, j'ai comme l'impression que dans le hip-hop au Québec, dans ce que je vois qui arrive jusqu'à moi, genre, on dirait que je vois même plus de diversité. Et à un moment donné, je me dis, ils sont où les gens qui me ressemblent un peu, tu vois ce que je veux dire? On dirait qu'il y a moins de mélange. Tous ceux qui sont au top, tous ceux qui percent. Et il y en a des bons que j'ai entendus, genre les Loud, les machins, que je suis comme, c'est good. Mais à un moment donné, elle est où la diversité? Elle est où l'art? Je trouve qu'il y a même dans le hip-hop québécois, il n'y a plus de représentation du vrai Montréal ou du vrai Québec diversifié. Fait que c'est ça un peu qui me fait comme, j'ai du mal à connecter avec, tu vois. Mais ça, écoute, peut-être que je vais me faire taper. Mais si jamais il me tape sur les doigts, je m'en fous, je les prends en battle, n'importe qui. N'importe qui. Ça se passerait sur le corner. C'est ça. Et qu'est-ce qui s'en vient pour toi cette année? C'est quoi les gros projets, à part le film qu'on a cité, donc c'est la chute de l'Empire américain? Ouais, il y a le film qui arrive. Écoute, j'ai beaucoup de choses qui se passent aussi pour le festival. Je vais animer 2 soirées pendant le festival Juste pour rire, à la 5e salle de la Place des Arts. Je vais aussi participer au nouveau festival du Maurice. Donc là, on a réussi à trouver une balance de squash no beef, tout ça avec tu vois. Donc je vais faire celle de Julien Lacroix, puis je vais faire aussi un des galas. Je vais faire aussi un autre gala qui comment ça s'appelle encore, gala d'humour du Myland aussi. Il y a ça. Moi, j'ai mon one man show qu'on reprend la route en septembre aussi pour Mokonzi. Donc j'étais en rodage un peu toute l'année. Donc là, on va vraiment reprendre le tout, puis là on va commencer à rajouter le décor et tout ça. Ça qui s'en vient, et puis comme je disais à Andy, mes vacances en Haïti au mois de juin. Vacances bien méritées. Voilà. Vas-y. Avec, comme tu parlais du gala Juste pour rire, avec toute la controverse de Juste pour rire et tout ça, ça t'a pas dérangé d'embarquer avec ça? Moi, je voulais pas aller dessus, mais Andy l'a décidé. Tu sais, je vais être franc avec toi, c'est tellement... Écoute, je vais te dire honnêtement, c'est une année la plus dure qu'on a eu à vivre. Ouais, surtout moi qui suis signé chez Juste pour rire depuis quasiment le début de ma carrière. Une des années qui a été le plus dur à vivre. Et c'est assez bizarre parce que cette semaine, pour la première fois, j'ai croisé Gilbert par hasard à l'aéroport. Il me tape sur l'épaule, il me fait hey, mon ami, ça va? Je le regardais, je fais tu sais, j'étais content de le voir parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, tu comprends ce que je veux dire? Mais en même temps, je me suis remémoré. J'étais comme mon gars, tu nous as tellement mis dans la merde avec ton zizi, toi, putain. Mais j'étais content de le voir, puis tu sais, mais c'est sûr que ça nous a fait vraiment beaucoup de tort à tous. Mais écoute, on tient bon, hein. On tient bon. C'est pas, écoute, regarde,
Si des choses comme ça t'arrivent pas dans ta carrière, c'est qu'il y a un problème. Tu comprends? Tout peut pas toujours rouler sur l'or et tout. Donc voilà. Puis tu sais, les gens qui sont, tu sais, là maintenant la compagnie est vendue. Demain, je rencontre un des nouveaux boss. Tu sais, un des gros acheteurs, c'est Howie Mandel. Je sais pas c'est qui. Non. Howie Mandel, c'est lui qui, tu sais, le banquier, Deal or No Deal. C'est lui qui est le présentateur aux États-Unis de ça. C'est un Canadien, donc c'est un des gros acheteurs. Donc on le rencontre demain, on va voir ce qu'il va dire, on va voir comment il va nous parler. Il va vous parler tout doucement. C'est la fin de l'entrevue. Ouais, déjà. Donc, ouais, ça va vite. Mais comment on fait si on veut entrer en contact avec toi, travailler avec toi, si des gens ont des projets à te proposer, comment ils font pour te contacter? Bah, tu peux me contacter par mes réseaux sociaux, c'est super facile. C'est comme ça que tu m'as contacté. Mais tu peux les dire rapide. Sur les lines. Ok, bah regarde. Alors sur Facebook, c'est Eddie King, EDDYKING. Sur Twitter, c'est @Eddie King, EDDYKING. Et sur Instagram, c'est un peu différent, c'est Eddie King Kong parce que je me prends pas pour de la merde. Pour conclure, et juste avant, on part en musique avec une de tes suggestion, donc c'était X-Men Retour aux Pyramides. Pourquoi ce son-là? Pourquoi ce son-là? Parce que honnêtement, les vrais connaisseurs du rap français, vous savez très bien que cette chanson est le dernier couplet, d'après moi, c'est le meilleur couplet du rap francophone ever. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans la guerre de disques. En compétition avec Rien à perdre, le couplet du Ralo, Charles. Ah oui, il y a pas mal de couplets. Now we talking. Oui, j'avoue. Bon, mais X-Men, c'est clair. X-Men, le rap, c'est bien. Attends. Vrai reconnaître. Ah ouais, Rien à perdre. Ça, c'est avec X-Men aussi, c'est ça? Non, c'est avec le rat, avec Akash. Ah non. Bon, les amis, c'est pas tout, mais il faut qu'on parte avec la musique. On part tout de suite avec X-Men, Retour aux Pyramides. 105.